Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Journaliste en politique économique au Figaro. Bonsoir Didier Mauss. Bonsoir. Éminent constitutionnaliste, merci d'être là et de nous éclairer. Il y a eu une phrase assez sibylline tout à l'heure de François Bayrou dans ses nombreuses déclarations en mode sauf qui peut. Nous avons le devoir d'inventer un monde plus juste. Alors ça pourrait être un sujet du baccalauréat. Là, en l'occurrence, on est quand même au pied du mur avec ce vote de confiance demandé le 8 septembre et l'intégralité des oppositions qui annoncent déjà qu'elles voteront contre. Qu'est-ce que ça veut dire un monde plus juste ? Est-ce que ça veut dire qu'on est à la fin des possibilités d'un régime ? Surtout que c'est une formule que M. Bayrou a utilisée pour se sortir d'une situation X, Y ou Z, qui pourrait d'ailleurs être une formule de Jean-Luc Mélenchon. Le monde meilleur ou le monde plus juste. C'est la 6ème République, là non, vous pensez à ça quand vous dites Mélenchon. Oui, mais Mélenchon, on peut changer de politique sans changer d'institution. Nous, les institutions de la 5ème République, ont cette grande vertu qu'on peut faire beaucoup de choses sans rien changer dans le système. Alors si on a envie de changer le système, on peut, mais c'est un énorme boulot. Il faudra faire un référendum, personne ne sera d'accord. Par contre, si on veut changer la politique fiscale, la politique sociale, c'est-à-dire des éléments marquants et marqueurs d'une évolution sociale, on peut le faire du jour au lendemain. Moi, je me souviens un jour un débat, un éminent déclinologue disait, mais on n'a jamais pu faire la réforme des retraites, etc. Je lui dis, on aurait parfaitement pu faire la réforme de retraite, simplement personne n'avait envie de la faire. Bon, et l'expérience montre, on a eu les moyens de la faire techniquement. Après qu'elle soit bonne, c'est une autre affaire. Mais est-ce que vous ne seriez pas d'accord, Didier Mauss, puisque vous connaissez parfaitement cette constitution de la 5ème République, qu'il y a un angle mort qu'on n'avait jusqu'à présent pas envisagé. Ce sont ce que j'appelle communément les fameux 3 couloirs de nage, où on a 3 pseudo-majorités qui sont équivalentes, et dans ce cas-là, on peut absolument rien faire. Le travail parlementaire est à l'arrêt. Mais le Parlement n'est pas, l'Assemblée nationale, c'est autre chose. L'Assemblée nationale n'est pas à l'arrêt. Elle a même voté un nombre de propositions de loi, oui, mais 10 fois supérieures à ce qu'on faisait avant. Mais elle n'a pas de majorité. Mais si vous voulez, on ne le constate pas aujourd'hui. Le lendemain du deuxième tour des législatives, à l'aube, c'est-à-dire 8h30, j'étais sur un plateau, je sais plus lequel. 8h30, c'est très tôt pour moi, mais j'avais accepté parce que c'était des législatives. Je dis, mettez-nous le camembert à l'antenne, là, sur la téléviseur. On va regarder ce qu'on peut faire comme majorité. Je leur dis, écoutez, il n'y a pas 36 solutions, mais il n'y en a pas de majorité. Pour faire une majorité, il faut que vous preniez des tiers du camembert et que vous rajoutiez la moitié d'un autre. Bon, là, vous avez une majorité, mais c'est impossible. Bon, le bloc central, qui par définition est au centre et devrait être le pivot d'une majorité, il ne peut pas aller sur sa droite parce qu'il tombe sur le Rassemblement national, il ne peut pas aller sur sa gauche parce qu'il tombe sur les Insoumis, le Nouveau Front populaire, etc. Et ça, c'est la grande différence, je dirais politique pure, hein. C'est pas une question institutionnelle, c'est une question que les Français ont voté comme ça. C'est la grande différence, soit avec le système italien ou le système allemand, où on se met autour de la table, mais on n'a pas d'antipathie fondamentale au départ. Et c'est la grande différence avec le système de la 4ème République, qui, malgré ses défauts, arrivait à prendre 3 blocs et demi pour faire une majorité. Ça durait pas longtemps, et puis dès qu'il y avait un problème, on changeait, parce qu'il fallait renouveler les uns et les autres. Et je disais tout à l'heure, Edgar Faure avait une merveilleuse formule pour cette 4ème République, ce sont les gouvernements à secousses. Quand un gouvernement était usé, on s'en allait, on ne le renversait même pas toujours. Le président Pinet disait, j'ai le sentiment de ne plus être soutenu. Ouais, il n'y a même pas besoin de 49 alinéas. Il a pris ses gants. C'était moins violent d'une certaine manière. Oui, il a pris ses gants et son chapeau, qu'on se rappelle le Pinet avec son chapeau, et il est parti. Bon, voilà, en disant, grosso modo, je peux plus. Je suis assez content de moi, Didier Mauss, et c'est rare, parce que j'ai réussi quand même à vous sortir du dogme de la 5ème République, puisque vous avez cité 2 exemples qui sont quand même mutatis mutandis, des exemples qui marchent. Gilles Boutin, du Figaro. Oui, il y a eu Michel Barnier, François Bayrou, jusqu'au 8 septembre, probablement. Comment Emmanuel Macron peut-il faire après ? C'est-à-dire, il va devoir trouver un nouveau Premier ministre, et s'il n'y parvient pas, pourrait-il se retrouver dans une situation tellement bloquée qu'ils doivent de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, voire démissionner ? Écoutez,
je vais m'en sortir élégamment, c'est-à-dire ne pas vous répondre, en vous citant cette anecdote. On dirait un politique. Quoi ? On dirait un politique. Il les a savez, au bout d'un certain temps, on l'est un peu. Hein. Non, mais cette citation d'un humoriste, la prévision est un art difficile, virgule, il paraît que la virgule est très importante, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir. Bon, voyez, alors je la sors sans arrêt, parce que je n'en sais rien ce qui va se passer. La première tentation sera effectivement d'essayer de trouver un remplaçant à Monsieur Bayrou. Mais c'est pas facile, personne ne s'impose, enfin je ne sais pas, moi si vous il y avait Sébastien Lecornu qui avait été pressenti avant que François Bayrou s'impose. Il y a sûrement quelques... On va pas faire le casting avec Didier Mauss qui est un spécialiste de la Constitution et qui est là pour nous éclairer sur comment est-ce que ça peut marcher et quel système on pourrait envisager. Et si ça marche pas, on fera une dissolution, il n'y a pas d'autre solution. Je réfléchissais à la possibilité de faire un référendum, on voit comment on peut faire. Une dissolution, là on n'a aucun problème juridique, il y a des problèmes politiques, et puis après on verra comment les Français ont envie que ça se... Admettez qu'il y ait une dissolution et que le Rassemblement national, à la place d'avoir à peu près 126 membres, en ait 150. Bon, ils en ont déjà 150 avec les Ciotti. Ouais. Oui, mais je suis gentil, je ne mets pas M. Ciotti complètement dans le coup. Il a le droit de changer d'avis et de revenir à de meilleurs sentiments. Vous avez des infos, Didier Mauss ? Aucune, je connais pas, vous savez, moi. Je sais pas. Moi, je les connais pas, tous ces braves gens. Non, mais admettez que 150, 160, alors si on compte les autres. Bon, il n'y a pas d'autre solution que de demander à quelqu'un du Rassemblement national d'essayer de faire un gouvernement. Mathématiquement, la politique, c'est aussi de la mathématique. Et ça, M. Macron, tout inspecteur des finances qu'il est, a du mal avec les chiffres. Alexandre Malafaille. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que François Bayrou s'est mis tout seul dans cette situation improbable ou impossible ? Est-ce que c'est pas ou totalement irresponsable d'avoir voulu passer un budget à 45 milliards alors qu'il n'a pas de majorité, il a juste oublié qu'il n'a pas de majorité, qu'il est assis sur un dé à coudre de parlementaires qui le soutiennent, ce qui n'est pas très satisfaisant, et que donc, s'il saute et provoquant une crise politique majeure, c'est totalement irresponsable en termes d'approche politique, ou est-ce que c'est, au bout du compte, stupide, si c'est pour finir en lâchant tout ce qu'il pourra lâcher aux uns et aux autres pour finir sur finalement un petit budget, mais pour tenir. Au départ, la mission, c'était quoi ? C'était de garder les clés du camion jusqu'en 2027. C'était ça le mandat dans un contexte politique comme celui-là. Oui, mais les circonstances ne sont pas toujours celles qu'on prévoit. Si vous voulez. Une des grandes curiosités de la période qu'on vit depuis 2017, je reviendrai à ma Miro, c'est que rien ne se passe comme prévu. Rien. Monsieur Macron, quand il a été élu, bien élu d'ailleurs, avait une feuille de route. Il savait ce qu'il voulait faire, avec un échéancier sur quelques années. Bon, dès 2018, on tombe sur l'affaire Benalla. Et à partir de là, plus rien n'a marché. Comme on dit aux cartes, il a perdu la main. Bon, et à chaque fois qu'il voulait revenir... Il a eu l'âge commune ? Oui, complètement. Oui. Non, mais alors, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui ? Bon, je dirais... Monsieur Bayrou, c'est un ami sans être un ami de Monsieur Macron. Ils se sont beaucoup parlé. François Bayrou, paraît-il, ça a un peu imposé. Après... c'est pas paraît-il, il a débarqué à l'Élysée au petit matin. Je dis ça parce que voilà. Mais c'est presque. Et alors, qu'est-ce qui va se passer s'il s'en va ? Bon, il faut le remplacer. On va commencer par essayer de le remplacer, c'est sûr. Ouais. Mais par qui ? Vous en voyez un qui a autant d'atouts dans sa main. Alors, j'en connais qui sont sur les starting blocks. J'entendais M. Darmanin cet après-midi. À mon avis, il est pas loin, lui. Mais c'est pas, il a pas de majorité. Monsieur Lecornu, il a pas de majorité. Ils ont les mêmes problèmes. On est absolument d'accord. Ils ont tous le même problème. Mais... Bon, donc il n'y a pas de solution à court terme. Vous faisiez une citation tout à l'heure, Didier Mauss. Moi, j'en ai une autre. Elle est de Churchill. C'est cette fameuse phrase: la démocratie est le pire régime, à l'exception de ceux qu'on n'a pas encore éprouvés. Oui, moi, quand j'entends censure, dissolution, crise de régime, 3 majorités qui n'arrivent pas à s'entendre, je crois. Personnellement, je le dis d'ailleurs de temps en temps dans Europe 1 Soir, moi je suis un grand partisan des cycles. Je crois aux cycles. Si on remonte très très loin, je vous dirais que l'Empire romain s'est effondré en 476 et qu'il y a eu d'autres régimes après. Si on remonte moins loin, il n'y a pas si longtemps, il y a eu la Terreur, ou si vous voulez, peut-être aussi la Révolution en France. Pourquoi est-ce que... Non mais je pose la question à quelqu'un, Didier Mauss, qui non seulement vous connaissez la Constitution de la Ve République, mais vous êtes un fervent défenseur de celle-ci. Pourquoi diable il y a ce dogme de cette Ve République ? À un moment donné, si ça ne marche plus, ça marche plus. Non mais moi je n'ai aucune appréhension, aucune hostilité à changer. Simplement pour changer,
il faut d'abord être dans des circonstances relativement paisibles, si possible, parce que c'est compliqué. Et il faut savoir ce qu'on veut faire. Je n'ai rien entendu d'intéressant, de sensé sur la suite. La 6e République, moi, je n'ai pas vu un seul projet qui tienne la route en termes de cohérence intellectuelle. Bon, je vais vous dire, un jour, mais pourquoi? Non, mais je vois. On peut faire un échafaudage. Nous tous dans ce studio, vous avez parlé tout à l'heure du système allemand et du système italien. Pourquoi est-ce que ne pas construire une 6e République autour d'un système qui fonctionnerait peut-être mieux avec des coalitions? Mais pour faire des coalitions, il faut qu'il y ait des coalisés potentiels. Bon, et où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Moi, j'en vois pas. Voilà. Vous savez, toujours, il y a le récipient et il y a le liquide. Donc, à un moment donné, si vous dites que le récipient, il est rond et pas carré, à un moment donné, il va falloir se mettre d'accord. La vraie réforme, là, c'est la plus facile à faire, c'est incontestablement de changer la loi électorale et de mettre la proportionnelle. Bon, parce que c'est facile à faire. Hein. Il suffit d'une loi ordinaire. Bon, le problème, c'est que je ne suis même pas sûr qu'il y ait une majorité pour faire cette réforme. Il y a 2 personnes qui sont d'accord là-dessus, c'est Madame Le Pen et Monsieur Bayrou. Là-dessus, au moins, sur ce point-là, ils peuvent s'entendre. Madame Le Pen, probablement un peu moins maintenant, parce que quand on regarde là, un parti qui devient dominant, ce qui est le cas du RN, a moins d'intérêt à la proportionnelle qu'au scrutin majoritaire, parce qu'il gagne les petites circonscriptions marginales. Regardez le nombre de circonscriptions RN ou LFI, la gauche qui ont été gagnées à moins d'1% d'écart. Hein, c'est énorme, mais c'est normal, c'est toujours comme ça. On gagne sur les circonscriptions marginales. Alors, le Parti socialiste officiellement est toujours pour la proportionnelle, parce que ça fait partie de ses dogmes. Je ne suis pas sûr qu'il ait non plus intérêt. Quand il était parti dominant, il avait certainement pas intérêt. Maintenant qu'il est un parti un peu résiduel quand même, il a peut-être un peu plus intérêt, à condition que ses alliés conviennent d'un mode de fonctionnement. Bon, on peut pas faire de la politique tout seul. Bon, et le problème de Madame Le Pen, c'est un de ses problèmes depuis longtemps, c'est qu'elle n'a pas d'alliés. Oui. Alors, elle a trouvé M. Ciotti. Est-ce que c'est un vrai allié? Est-ce qu'il apporte des voix? Est-ce que j'en sais rien? Ça, c'est pas. Mais vous savez. Et il a élargi en tout cas. Il a élargi un peu. Probablement. Il a fait une sorte de comment dirais-je de marge. Oui, de marge entre la droite républicaine et le... Vous me regardez, Gilles Boutin, vous avez peut-être une question à nous poser. Non, mais vous pouvez voir. Je m'interrogeais toujours dans le champ constitutionnel sur les appels à destitution du président. C'est Jean-Luc Mélenchon voudrait destituer. Alors, pouvez-vous nous rappeler attention, parce que Didier Mauss a apporté la Constitution. Oui, je me rappelle pas le verre dans ma poche. Pourquoi c'est impossible et comment vous l'interprétez derrière Alors, l'interpréter, moi j'interprète difficilement, j'essaye d'interpréter les pensées, les arrière-pensées et les arrière-arrière-pensées. Et M. Mélenchon a joué un rôle important dans la vie politique récente. Et le vocabulaire politique, il a parlé de la bordélisation. Bon, et je crois que ça, c'est important aussi. Mais alors, quand il nous dit, il faut destituer le président de la République, j'ai envie de lui mettre un 0 pointé. Bon, faut être clair. J'aime bien Mélenchon à certains égards. Il est intelligent, il est bon orateur, il a une culture historique merveilleuse, etc. Mais qui lise la Constitution. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors, je voudrais que M. Mélenchon me dise où sont les manquements et en quoi ils sont manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Je n'en vois aucun. Hein, je le dis franchement. Je ne veux pas vous lire l'article 5 de la Constitution qui est la contrepartie en positif, mais quelle est la faute, ou quelles seraient les fautes de M. Macron, sauf de ne pas aimer M. Mélenchon et ses amis? Mais pour le dire autrement, est-ce que le président de la République, si, faisons un peu de politique fiction, François Bayrou saute, et qu'en fait derrière il a beaucoup de mal, notre président, à reconstituer un gouvernement, remobiliser une équipe, parce qu'il ne va pas être contraint à un moment donné, à se dire, j'ai plus de solution. Vous disiez vous-même qu'il n'y a pas de solution à l'Assemblée. La dissolution ne réglera rien, voire elle amplifiera encore les écarts. Est-ce que la solution, c'est pas finalement de s'en remettre au peuple en disant, votez pour un nouveau président et en attendant, moi je me retire. On part pour 6 semaines ou 2 mois c'est la proposition de Jean-François Copé, de campagne électorale. Et dans un climat qui est pas bon automatiquement. De toute façon, il n'est pas bon, quoi qu'il arrive. Ouais, non, mais je suis pas sûr que ça soit la solution, mais on peut y être contraint. Je disais à certains de vos amis et confrères dans la journée,
à part être des commentateurs avisés, ce que vous êtes, et faire appel de temps en temps à des constitutionnalistes, il y en a partout, vous voyez sur les télés, là, mon ami Perrineau ou quelques autres, on va tous vous dire la même chose. Il manque quelqu'un. Il manque un psychanalyste. Il manque, je ne veux pas dire qu'il manque Gérard Miller, parce qu'on n'a plus le droit de le citer, mais il vous manque quelqu'un qui essaye d'interpréter, je vous disais, les pensées, les arrière-pensées, les comportements de monsieur Bayrou, ou même de monsieur Macron. Quel est l'objectif de monsieur Macron? Si vous voulez un psychanalyste pour analyser ce que pense monsieur Macron... J'en ai parlé avec certains, ils me disent le problème... C'est un sujet entier, là. Non, mais c'est un vrai sujet. Si vous voulez, le comportement humain, lorsqu'il n'est plus rationnel, et on est dans l'irrationalité politique aujourd'hui. Bon, donc il faut trouver d'autres explications. Un jour, plutôt Nicolas Sarkozy, un de vos confrères, me dit « Comment expliquez-vous les relations entre Nicolas Sarkozy et François Fillon ?» qu'il traitait assez mal, faut être honnête. Collaborateur. Je lui dis « Écoutez, c'est pas moi qu'il faut que vous demandiez. C'est un psychanalyste. C'est un rapport de domination. » Bon, l'un accepte les choses qu'il ne devrait pas accepter. Bon, et alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une tentation suicidaire chez M. Bayrou? Politique, j'entends bien, j'ai aucune envie qu'il disparaisse, je l'aime bien depuis 30 ans. J'en sais rien. Est-ce qu'il y a une logique comportementale chez monsieur Macron, à part tenir le coup encore jusqu'à l'échéance? Moi, je n'arrive pas. L'analyse politique me mène dans l'impasse. En tout cas, merci d'avoir fait cet effort de psychanalyse, Didier Mauss. J'allais dire, découvre dans un nouveau rôle qui n'est plus celui du constitutionnaliste, mais du psychologue, dont vous reviendrez, j'imagine. C'est pas moi. Nous parler de tout ça. Merci beaucoup, Didier Mauss, d'avoir été l'invité d'Europe.